Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier l'association d'ACPO d'avoir organisé cette journée. Je voudrais dire aussi que j'ai une petite note à délivrer. La chargée de mission auprès du président de l'université en charge de l'équilibre de la parité homme-femme m'a fait savoir qu'elle était un tout petit peu surprise du fait qu'il n'y avait que des orateurs hommes durant cette journée, ce en quoi je lui ai donné quelques explications qui ont eu l'air de la soulager. C'est que lorsque j'ai eu l'occasion de rencontrer le Lama Ponso, il était accompagné de 3 femmes. Et je ne sais pas si ça l'a rassuré pleinement, mais enfin bon. Et que effectivement l'organisation et l'organisatrice qui est ici était une organisation très féminisée et qu'il n'y avait aucune évidemment mauvaise intention derrière les orateurs de la journée. Donc voilà, je lui ai promis d'avoir un petit mot et je pense que c'était important que ce soit dit. Oui, bien. Voilà. Alors, j'ai écouté nos 3 précédents orateurs et je me suis dit que j'allais orienter ma présentation sur un mode un peu provocatif. Alors pourquoi ? Parce que moi je m'intéresse à l'imagerie médicale, vous allez voir, donc c'est très technique. Il n'y a pas, je vais finalement parler de technologie, je vais peu parler d'éthique, je vais peu parler de cognition dans ce que je vais présenter, mais malgré tout, je m'intéresse à quelque chose que je n'ai pas beaucoup entendu jusque-là, ce sont les limites de l'humain. Parce que l'humain a des limites, et je trouve toujours que quand on se dit il faut maîtriser tout ce que l'on est en train de mettre au point, oui, mais si ce que l'on met au point est mieux que l'humain, et je reviendrai sur la machine, la voiture autonome, chère à mon ami François Pellegrini, lorsque l'humain est dépassé par la machine, lorsque la machine fait mieux que l'humain, pourquoi se passer de la machine ? Voilà, c'est une question que je me pose. Alors je vais essayer de vous montrer ce qui va arriver dans le domaine de l'imagerie médicale dans les années qui viennent et qui est en train, parce que j'ai eu l'occasion de faire cette présentation à plusieurs reprises. Alors excusez-moi parce qu'elle est en grande partie en anglais. Je ne parlerai qu'en français évidemment, mais elle est tout à fait compréhensible pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue. Donc j'ai eu l'occasion de faire cette présentation et depuis que je la fais aux internes de radiologie, ceux qui se destinent à la spécialité de radiologue dans mon métier, eh bien, ils commencent un peu à être effrayés par la capacité de la machine. Donc on va y venir. Voilà, alors je vais aller très vite. Il y a un humaniste que l'on cite assez souvent, qui est Nicolas de Carita, qui est marquis de Condorcet, qui était pour la Révolution française, mais qui, comme beaucoup, finit par se faire couper le cou par la terreur. Enfin bon, voilà. Il avait écrit cette chose-là que je trouve quand même intéressante. C'est que lui, il était plein d'espoir, et comme moi. Donc, nos espérances sur les destinées de l'espèce humaine peuvent se réduire à 3 questions. La destruction de l'inégalité entre les nations, la question reste entière. Les progrès de l'égalité dans un même peuple, la question reste entière. Et le 3e point, qui est beaucoup plus focalisé, on voit que ça se focalise de plus en plus, sur le perfectionnement réel de l'homme. Et donc ce point-là nous intéresse aujourd'hui dans ce que l'on appelle le transhumanisme, et je vais essayer de vous parler de l'impact des nouvelles technologies et de leur effet sur donc, ce qu'on pourrait appeler le transhumanisme, c'est-à-dire l'aide à l'humain. Et on verra comment ça fonctionne. Alors, ça va être un tout petit peu technique au départ, mais je vais être quand même assez simple. Dans les années 90, le monde de l'imagerie médicale, alors le monde de l'imagerie médicale, c'est ce que vous appelez, vous, le radiologue, hein, qui fait les clichés. Le monde de l'imagerie médicale s'est doté de systèmes numériques et donc a pu mettre en place ce qu'on appelle des PACS dans notre langage un peu trivial. Le PACS, c'est tout simplement l'utilisation de l'informatique
dans le domaine de l'imagerie médicale, la capacité de stocker les images médicales qui sont produites, de les retrouver quand on a envie de les retrouver, de les effacer ou de les modifier si on a envie de les modifier, de les distribuer, de les présenter devant un écran. Moi, j'ai vu la révolution parce que quand j'ai commencé la radiologie, je mettais des films sur un négatoscope, ça a disparu. Le négatoscope a totalement disparu. Donc voilà, aujourd'hui, on n'a plus que des ordinateurs qui ressemblent quasiment à ça. Et même de chez moi, avec ce petit appareil, je peux très bien regarder les images, faire des diagnostics, rappeler l'hôpital, ne plus me déplacer au milieu de la nuit si j'en ai envie. Voilà. Le marché, d'un point de vue financier, est considérable. Et aujourd'hui, on se pose alors, plein de questions éthiques. Je n'y reviendrai pas, parce que ça a été très bien fait par François Pellegrini, sur le stockage de ces données, l'exploitation de ces données, etc. Alors, comment ça marche un système PACS? C'est très simple. Ici, vous avez les machines, vous voyez, une IRM, un scanner, un échographe, des choses que vous connaissez. Ça va dans un système de compilation des données, et puis après, c'est redistribué vers des différents ordinateurs. Et derrière l'ordinateur, alors excusez-moi, ça passe en même temps, derrière l'ordinateur, vous avez un radiologue, un médecin qui va faire l'analyse de vos images, qui va transmettre ça à un autre médecin, etc. Et on rentre dans la chaîne médicale. Et puis, la beauté du système Internet fait qu'en plus, on met en place un firewall, comme on dit en anglais, et puis on passe par Internet et on peut envoyer les images là où on veut, partout, à tout moment dans le monde, et c'est absolument remarquable. Alors, tant et si bien que, vous voyez, on peut designer même tout un hôpital autour de ces systèmes informatiques. Vous avez toutes les données de patients d'un côté, je veux dire cliniques, les données d'imagerie, puis voilà, on peut organiser les choses comme ça. Alors, simplement, ça n'a pas changé énormément de choses. C'est plus souple, ça nous a amélioré la capacité de voir des images, de retrouver les images antérieures du patient, parce qu'elles étaient perdues. Vous avez des films chez vous, il faut les ramener, puis en fait vous les avez oubliés, vous avez déménagé, ça a été perdu. Et voilà, donc tout ça, ça n'existe plus trop, on peut récupérer les images, donc on fait de la meilleure médecine, indubitablement, mais il faut toujours le même nombre de médecins derrière. Et si le vertige a été de dire « Ah bah oui, mais on n'a plus besoin du médecin juste à côté des machines, on va le faire à distance, on va trouver un brave type qui, au fin fond de la planète, pour moins cher, va peut-être lire les images, et puis à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. » Oui, mais il y a un volume d'images, et ça, on peut pas faire sans ce volume d'images, et ce volume d'images augmente, et donc on n'a pas remplacé vraiment l'humain. Donc pour moi, on est à un stade là, dans les années 90, où on a des systèmes donc de réseau, de fibres, de transmission, mais pas d'amélioration de la capacité à faire du diagnostic. C'est-à-dire qu'on n'améliore pas le diagnostic. Voilà, on a utilisé les techniques. Alors ça, c'est dans les années 90. Dans les années 2000, on voit apparaître des premiers appareils qui sont très intéressants et qu'on appelle des CAD. Le nom anglais, Computer Aided Diagnosis, ça veut dire qu'ils aident le médecin à faire du diagnostic. Alors, je vais vous montrer des exemples. Voilà, ça, c'est un poumon. C'est une coupe scanner d'un poumon. Je pense que vous n'êtes pas très familier. Ici, vous avez le cœur. Ici, vous avez la trachée. Ici, vous avez des tas de vaisseaux. Mais l'appareil, tout seul, va dire, vous voyez, ce tout petit point-là, qui est là, il est suspect. Voyez, alors qu'il y en a plein d'autres points blancs, mais celui-là, il est suspect. Parce que l'appareil sait que dans cette région-là, et si vous regardez tout autour du poumon, tout autour, vous ne verrez pas de point blanc aussi loin. Et donc, lui, il sait que c'est suspect. Et pour nous, effectivement, il nous aide. Et tout de suite, il nous dit, attention, là, il y a un nodule. Effectivement, on le mesure, on va le comparer, on va refaire un scanner la prochaine fois. On verra si le nodule augmente de taille. S'il augmente de taille, on mettra une aiguille, on le détruira et on n'en parlera plus. Donc, voilà, ça nous aide considérablement. Là, par contre, l'appareil nous dit, attention, vous voyez, le rond n'est pas complet. Attention, il faut confirmer. Parce que là, je suis moins sûr. Est-ce que ce que je vois en blanc, là, les petites images en blanc ici, est-ce que c'est un nodule ou est-ce que ce n'en est pas? Et là, le radiologue va dire, non, non, ce n'est pas un nodule, ça ressemble tout à fait à des vaisseaux. Et donc, je rejette cette hypothèse. Alors, j'aime bien ce cas parce que vous allez voir qu'on va commencer à toucher
aux limites de l'homme. C'est pour ça que je vais insister sur ce point-là. Ce cas ici, c'est ce qu'on appelle une coloscopie virtuelle. C'est-à-dire que le patient, au lieu d'avoir un tube qui va aller dans tout son côlon, on lui met un tube qui va insuffler de l'air dans le côlon, qui va le dilater. On va faire un scanner. Et puis derrière, eh bien, il y a un appareil qui va aller détecter s'il y a un polype ou non. Vous connaissez cette... donc, le polype étant le précurseur d'un cancer. Donc, voilà. Et dans le cas qui est présent là, c'est un cas qui a été analysé par 4 experts humains. Là, je vais avoir des ennuis. Hein. Non, on vous protège. L'homme au sens, voilà. 4 experts humains. Et puis l'ordinateur. Et effectivement, sur le nombre de polypes qu'il y avait dans ce côlon, tout le monde est d'accord, sauf l'ordinateur qui en trouve un de plus. Alors tout le monde repart vers l'ordinateur, et effectivement, l'ordinateur avait trouvé un tout petit polype qui était présent juste à côté, ici, du tube d'insufflation. Et le polype, il est là. Et les experts, il s'agit d'un panel d'experts. Les experts ne l'avaient pas détecté. Donc, vous voyez que ça peut quand même poser un certain nombre de questions. Je vais y revenir. Et puis, les choses sont en train de se sophistiquer. Vous avez aujourd'hui des appareils qui aident au diagnostic. Par exemple, là, j'ai pris l'exemple d'un cancer de la prostate. Vous mettez les données de l'IRM, et puis l'appareil va détecter ce qui est très suspect d'être un cancer ou de ne pas être un cancer de la prostate. Alors, limite de l'humain, je vous ai dit que j'insisterai dessus. Pourquoi ? Parce qu'il y a des rapports qui sont inquiétants sur l'humain. Ici, vous voyez qu'un radiologue manque 15% des cancers du sein sur une mammographie. Hein, on se dit, on sort de la mammographie, on est rassuré, il n'y a rien. Et bien, dans 15% des cas, alors ça dépend des séries, ça peut être un peu moins selon les experts qui sont derrière l'image, mais qui lisent l'image, mais le médecin peut se tromper. Et dans ce petit article très bref qui rappelle les causes, vous avez d'abord la fatigue du médecin. Et l'ordinateur, je suis désolé, mais il n'est pas fatigué. Hein. Lui, à 8 heures le matin ou à 8 heures le soir, il est le même. Et le médecin n'est pas le même. Et deuxièmement, il y a un a priori de bénignité. C'est vrai, moi je suis radiologue, et quand j'ouvre un dossier, je me dis, ce patient, il n'a rien. Parce que je veux qu'il ait rien. Voilà, c'est mon côté. Il est froid, l'ordinateur, et je l'aime bien justement. J'aime bien qu'il soit froid, parce qu'en étant froid, on fait moins d'erreurs. Et ça, on le sait, hein, quand on pilote et qu'on est froid au pilotage, on est mieux que lorsqu'on est... Eh bien oui, alors l'ordinateur, il est très froid, et lui, il ne se dit pas a priori, il ne va rien y avoir, mais c'est une cause aussi d'erreur de la part de l'humain. Donc, méfions-nous de ça. Alors, oui, les systèmes de type CAD diminuent le temps d'interprétation, ça a été montré, et ils améliorent la capacité des non-experts. Hein, donc derrière une image, il y a un lecteur, un radiologue qui peut être plus ou moins expert dans le domaine, et donc il y a une réduction on va dire, du risque que le radiologue ne voit pas l'image anormale. Donc, on le sait déjà depuis les années 2000, et on peut dire à ce moment-là qu'on est devant un phénomène qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire qu'il y a une amélioration de l'humain dans sa capacité à aboutir à une tâche. Et là, vous voyez qu'on n'est plus sur le Pax des années 90. Alors, je vais aller vite sur cette diapositive. Les années 2000-2010, c'est l'arrivée du big data. C'est-à-dire que soudain, on a tout numérisé, on a tout sous format informatique, et donc, on a des milliers de données. Et on peut également acquérir, si on en a envie, sur des milliers de patients, des données, mais qu'il va falloir analyser. Et c'est très lourd et très compliqué à analyser. Alors, on peut faire appel à ce qu'on appelle le crowdsourcing, c'est-à-dire en anglais. Alors, ce sont des termes, je suis désolé, je les utilise en anglais parce que ce sont des termes qui aujourd'hui sont les termes, on va dire, naturels. Et donc, le crowdsourcing, ça veut dire la ressource de la population, du monde, hein, des gens. Et vous voyez, ça va même jusqu'à se poser la question, est-ce que finalement, même l'expert avec sa lumière, est-il aussi bon qu'un groupe de personnes qui ne sont pas forcément tous des experts, même loin de là, qui peuvent avoir
des idées ou un fonctionnement cérébral qui va le dépasser. Deuxièmement, les ressources sont illimitées. Hein. On est un nombre suffisant sur la planète pour sélectionner un certain nombre de personnes, des milliers de personnes. Et je travaille ici à Bordeaux sur un projet qui est un projet d'analyse, de crowdsourcing, d'images pour des images donc médicales qui pourraient être analysées par des milliers de personnes en même temps, exactement comme quand on joue à des jeux vidéo. Et pourquoi on fait ça? Vous allez me dire, mais quel est le but? C'est pour chercher ce qu'on pourrait appeler la vérité. Alors les experts appellent ça la vérité terrain. C'est-à-dire finalement, la vérité, c'est peut-être une vérité statistique. Elle n'est peut-être pas la vérité de l'expert qui est une personne toute seule derrière son ordinateur. Donc, ça pose effectivement cette question-là. Et la ressource, elle est illimitée, elle est jour et nuit, tout le monde est connecté, et donc on peut aller jusque-là. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est que à partir des années 2020 qui arrivent, eh bien, on va encore changer de paradigme. C'est-à-dire que ça ne va probablement plus être le crowdsourcing qui va être la référence, mais plutôt l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, je crois que ça a été dit tout à l'heure très bien par Cédric Brun, d'abord c'est un vieux terme, ça ne veut intrinsèquement pas dire grand-chose, mais aujourd'hui on l'utilise quand même dans un but très clair qui est de montrer qu'on est en train d'utiliser des algorithmes numériques qui se rapprochent de ceux du fonctionnement du cerveau humain. Et c'est ce qu'on appelle le Deep Neural Networks, qui est donc du fonctionnement beaucoup plus proche de celui de l'humain. Alors, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, mais moi, ça m'a passionné, le jeu de Go. Alors, le jeu de Go, pourquoi ça m'a passionné? D'abord parce que je suis ami avec le champion d'Europe de Go, qui est bordelais. Il faut le savoir, il est chinois d'origine, il est bordelais, il est français. Il s'appelle Fan Rui. Et Fan Rui a été le premier professionnel à être battu par l'ordinateur qui s'appelle AlphaGo, l'ordinateur de Google. Et il nous a fait une conférence il y a quelques mois ici à l'université, à la Victoire, et dans laquelle, de façon alors vraiment très libre, il nous a expliqué l'état d'esprit dans lequel il était lorsqu'il s'est fait battre à plat de couture. 5 parties à 0. Hein, donc il n'a gagné aucune partie. Et il nous a expliqué comment ça s'était passé. Et lui, il est arrivé là-bas avec une approche d'humain, vraiment d'humain, c'est-à-dire une approche chaude et pas une approche froide. Donc au début, il a dit, je suis sûr qu'il y a des algorithmes derrière qui sont classiques, et appris de l'apprentissage classique du jeu de Go, je vais chanter ces algorithmes que je connais très bien et je vais partir sur des algorithmes qui sont un peu particuliers. Et il est parti sur ces algorithmes particuliers, à part qu'au 30e coup, il s'est rendu compte que le coup qu'il devait jouer allait être très très compliqué, il l'a joué, et le 31e coup de l'ordinateur, il a dit « Je n'ai pas compris le 31e coup, mais j'ai senti que quelque chose se passait. » Et effectivement, il s'est fait battre derrière. Donc là, il a commencé vraiment à douter. Alors après, il est reparti sur un mode plus classique et il s'est fait battre quand même et il a été extrêmement impressionné. Alors, il est l'organisateur du fameux match qui a eu lieu entre Lee Sedol, qui est depuis 14 ans champion du monde de Go, qui n'a jamais été battu. C'est un prodige du jeu de Go. Et Lee Sedol, donc on a organisé cette rencontre. Et Lee Sedol a été battu 4-1. Et la seule partie qu'il a gagnée, il avait les blancs. Parce que ça, c'est important. Vous avez les blancs, vous commencez. Vous avez les noirs, vous ne commencez pas. Et il avait les blancs, ce qui veut dire que l'appareil, quand il a eu les noirs, a été capable de le battre. Ce qui, pour lui, était totalement impensable. Donc là, on est devant la création par Google d'un appareil dont l'intelligence aussi vient du fait que la machine apprend d'elle-même. C'est ce qu'on appelle le machine learning. C'est aussi un terme consacré aujourd'hui. Le machine learning, ça veut dire que l'appareil apprend de ses faillites et continue à apprendre et joue
contre lui-même. Donc il joue une infinité de combinaisons jusqu'à ce que ou les blancs ou les noirs gagnent. Et à ce moment-là, il comprend ce qui s'est passé dans les combinaisons précédentes et il le rapprend. Donc vous voyez que là, on touche vraiment à quelque chose d'important. Mais il ne faut pas croire que Google le fasse uniquement pour le jeu de Go. Parce que ça ne marchera pas. Les gens aiment battre leur prochain. Vous savez, on n'a pas envie de battre la machine, on s'en fout de la machine. Aux échecs, moi j'ai beaucoup joué aux échecs, ça m'est égal de jouer contre une machine. Moi je veux jouer contre un humain et le battre. Le AlphaGo, c'est un appareil pour s'amuser. Mais ce que vont faire Google, eh bien, ils vont l'appliquer dans des tas d'autres domaines. Et l'une de leurs cibles, et ça on le sait, c'est l'imagerie médicale. Pourquoi ? Parce que tout est informatisé. Et le but, c'est d'améliorer le diagnostic, le pronostic, d'être meilleur que l'expert, d'être meilleur que le crowd, c'est-à-dire la population, à tout moment de la journée, où que l'on soit, et à coût réduit. Imaginez-vous qu'un hôpital achète ça, il traite toutes ces données d'imagerie et il n'a plus de salaire à payer, de charges sociales et tout ça. Quand je l'ai dit devant le directeur général de l'hôpital, il se frottait les mains et moi j'avais l'impression de me tirer une balle dans le pied puisque mon service, j'ai besoin quand même de ressources humaines. Encore. Voilà, peut-être demain. Alors là, on touche à ce qu'on pourrait appeler le post-humanisme, c'est-à-dire l'appareil, le robot, remplace l'homme. Et pourquoi il le remplace ? Parce qu'il fait mieux. Moi, je le vois comme ça. Et je me dis, finalement, s'il fait mieux que moi, pour la santé de mon prochain, c'est mieux. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parions qu'il fasse mieux. Alors, il y a un livre très intéressant qui a été écrit par Guy Valencien. Guy Valencien, c'est un chirurgien urologique de Paris qui a écrit La médecine sans médecin, avec un point d'interrogation. Et c'est assez intéressant parce qu'en urologie, vous savez que le robot qui fait la chirurgie urologique, aujourd'hui, a des performances supérieures à celles du chirurgien. Quand il faut aller faire, vous voyez, quand vous avez un objet rond, comme ça, tubulaire, et que vous voulez aller faire derrière une suture, une suture, à la main, c'est très difficile d'aller suturer à l'arrière. Le robot, lui, il le fait. Il fait la suture en moins de 15 secondes. Là où le médecin va mettre 1 heure. Il ne va pas être content de sa suture. Voilà. Donc, vous voyez que... Alors, si vous vous intéressez, je vais passer rapidement sur cette diapositive, si vous vous intéressez au mécanisme qu'il y a derrière le deep learning dans l'imagerie médicale, vous avez un très bon article que vous pouvez retrouver sur Internet, et qui explique aussi les mécanismes derrière. Je ne suis pas du tout spécialiste d'informatique pour vous dire tout ça. Alors, ce qui m'intéresse pour l'imagerie médicale, dans ce contexte donc, de la machine qui est capable de dépasser l'homme, c'est comment elle fonctionne. Comment elle fonctionne. Donc, elle fait de la reconnaissance. Elle fait de la reconnaissance de forme. Elle fait en imagerie, évidemment, c'est extrêmement important. Et elle va faire de la reconnaissance de contenu, de couleur, d'intensité, etc. Donc, voilà ce qu'on montre cette image à l'ordinateur. Et il vous dit, c'est un homme avec une combinaison bleue en train de surfer sur une vague. Donc, voilà, c'est parfait. Le commentaire, il est parfait. On pourrait lui demander d'aller un peu plus loin, mais... Et alors là, quand même, l'ordinateur, parfois, a ses limites. Donc ici, vous avez 2 personnes qui sont en train de regarder un ordinateur et un micro-ordinateur. Et que dit l'appareil ? Il dit, voilà, c'est une femme en train de tenir un nounours devant un miroir. Vous voyez, donc il peut aussi se tromper, il faut se méfier. Donc je me suis demandé si la femme, je ne vais pas faire dans le genre là, parce que sinon on va... Mais la femme, c'était celle de gauche, celle de droite. Si le nounours, c'était celui de gauche, celui de droite. Je ne sais pas ce que l'ordinateur a trouvé. Mais bon, il faudra se méfier aussi des limites de l'ordinateur. Voilà, bon, c'est dit. Alors, maintenant, je vais entrer dans l'imagerie médicale. Voilà, ça c'est typiquement... L'ordinateur, on lui apprend à reconnaître sur une mammographie ce qu'est la paroi pectorale, c'est-à-dire là où il y a le muscle, ce qu'est les contours du sein, le téton, et puis la glande mammaire elle-même au milieu de la graisse mammaire. Voilà. On peut le challenger, c'est-à-dire le confronter à des humains et on peut regarder quelles vont être les différences. Mais globalement, l'ordinateur est capable, sur une imagerie médicale, d'aller faire donc une segmentation tout à fait précise, convenable, la même qu'est capable de faire l'humain, et donc de pouvoir comparer ensuite
les masses, les volumes, etc. Alors, autre exemple, c'est sur... je suis désolé, je rentre sur des images médicales, sur des métastases. Vous savez que quand on a un cancer, on peut avoir ce qu'on appelle des métastases qui se promènent un petit peu partout. Et on va chercher les métastases chez les personnes ayant un cancer. Et ça fait partie d'un très gros volume d'activité du radiologue. Et là, voilà, vous avez un article qui s'est intéressé, dès 2013, à un appareil électronique qui va aller détecter s'il y a des métastases sur ces vertèbres. Et vous voyez, il est tout à fait capable d'aller dire, oui, ici, il y a une image suspecte, mais en même temps, il associe des images normales parce que son algorithme n'est pas suffisamment bon. Donc là aussi, on est dans le même exemple que j'ai pris avec le surfeur et le nounours, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose de très performant et puis parfois aussi faire attention. Et c'est là que l'humain peut intervenir encore pour dire oui, non, attention, ça c'est bon et ça ce n'est pas bon, donc, et faire la différence. Mais j'ai vu apparaître cet article très récemment qui montre ici que vous avez sur la ligne du haut la détection par l'ordinateur des fameuses métastases sur la colonne vertébrale. Je vous passe les détails, mais on les voit ici, et la différenciation avec des images qui sont des images tout à fait normales et qui ne sont pas des métastases, et une reconstruction. Et ça prend quelques secondes. Donc vous voyez que pour le radiologue, eh bien, on pourrait très bien imaginer demain que la lecture se fera comme ça, automatique, et puis le nombre de lésions étant visible très rapidement. Encore un autre exemple sur le cliché pulmonaire. Vous savez que quand on vous fait une radio des poumons, il faut l'analyser. Ce n'est pas si simple que ça. Eh bien là, vous avez en vert ce que est capable de dire un humain et en jaune ce que est capable, ou c'est l'inverse, pardon, en vert ce que dit l'ordinateur et en jaune ce que dit l'humain. Et en fait, on se rend compte que c'est très très proche. C'est extrêmement proche. Et mieux encore, sur des images dites normales, vous voyez que l'ordinateur, comme l'humain, l'expert, est capable de détecter que c'est normal. Et ça m'intéresse beaucoup parce que dans un volume gigantesque d'images en imagerie médicale, eh bien, on pourrait être peut-être aidé considérablement par ces appareils auxquels on doit pouvoir leur faire confiance une fois qu'on aura testé leur capacité. Alors, pour terminer, je vais simplement vous parler des enthousiastes et des pessimistes par rapport à cet avenir. Les enthousiastes, c'est plutôt sur cette première page, et juste à la fin, il y a un pessimiste. Les enthousiastes disent « mais oui, mais c'est très bien, parce que de toute façon, tout ce qui est numérique, eh bien, on va pouvoir appliquer un ordinateur derrière, et ça va bien marcher ». Disent que finalement, on va gagner énormément de temps. Disent on va pouvoir avoir beaucoup de compagnies qui vont s'y intéresser et donc il va y avoir de la concurrence, donc il va y avoir de l'amélioration. Donc Google, Microsoft, Apple, IBM s'intéressent à ça. Ça nous rassure, oui. Ensuite, alors ceux qui ne veulent pas dire que les radiologues seront inutiles dans quelques années, donc nous ne remplaçons pas le radiologue, mais au contraire, nous l'aidons dans le volume d'images qu'il y a et peut-être aussi dans les cas très spécifiques et difficiles. Voilà. Et puis, donc, le radiologue aura toujours une place centrale dans le diagnostic, etc., etc. Et puis, il y a le pessimiste. Alors, qui dit, voilà, alors j'aime bien ça parce que vous allez voir que le pessimiste, il se trompe, à mon avis. Il se trompe, vous allez voir pourquoi. Il dit donc, si même avec 99% de capacité de faire un diagnostic juste, il y aura des milliers d'erreurs. Et ces milliers d'erreurs vont apporter donc des procès. Et ces procès, il suffit qu'il y en ait un qui soit assez retentissant pour que tout le système collapse et qu'on ne se serve plus de l'ordinateur. Le problème qu'oublie cette personne en disant ça, c'est qu'aujourd'hui, si on teste l'humain, il n'est pas à 99%. Et pour la voiture autonome, je voulais y revenir, moi, bien sûr qu'il y a des problèmes de savoir si on va écraser un tel... Mais je pense que lorsqu'on montrera que la voiture autonome a une résolution temporelle, c'est-à-dire une capacité de réagir, et une résolution spatiale, c'est-à-dire de savoir exactement où elle est, qui est supérieure à celle de l'homme, et ça arrive, eh bien, à ce moment-là, moi, je préfère être conduit le matin par une machine
autonome, une voiture autonome à l'aéroport qu'être conduit par un taxi, qui a peut-être fait la fête toute la nuit, bu, etc., dont je ne contrôle pas les qualités éthiques. Vous voyez, donc, les pessimistes, pour finir, les pessimistes, j'ai cité ça parce que c'est un article, je vous le recommande, qui a été publié par Stephen Hopkins et Elon Musk, et on verra que c'est très ambigu, et 150 scientifiques à propos des robots, à propos de l'avenir des machines dont on parle et de ce post-humanisme. Donc, voilà, bon, ça a été publié dans The Telegraph en janvier 2015. Alors, Stephen Hopkins dit « Le succès va être colossal, mais je crains que ça ne soit le dernier. » En parlant de l'intelligence artificielle. Vous voyez qu'il n'y va pas par le dos de la cuillère. Alors, Elon Musk, lui, vous connaissez Elon Musk. Elon Musk, c'est le propriétaire de la marque Tesla, qui investit aussi sur la recherche spatiale et qui, à l'heure actuelle, investit de façon colossale sur la voiture automatique. Le premier mort dans une voiture automatique, alors c'était le conducteur, le conducteur à côté de l'appareil qui avait laissé, donc là, le passager, il est mort dans cette voiture automatique. C'était une Tesla, il faut le savoir. Bon, quand on a commencé à faire de l'aviation, il y a eu beaucoup de morts, il y en a encore, donc il y aura effectivement forcément des limites. Mais Elon Musk, qui investit sur la voiture automatique, dit attention, alors lui c'est le plus pessimiste, l'intelligence artificielle c'est la plus grande menace qui existe aujourd'hui dans le monde. Voilà, et Bill Gates, j'avais l'impression qu'il n'avait pas énormément d'idées en fait, et donc il dit, oui, ce que disent les deux précédents, je suis d'accord avec eux, voilà. I agree with Elon Musk. Alors, je vais juste vous dire que j'ai puisé quelques éléments dans Condorcet, dans la révolution transhumaniste, et puis juste donc pour terminer, vous dire que je suis un optimiste, vous l'avez compris. J'ai vu beaucoup de gens nous inquiéter. J'ai notamment, en tant que médecin, beaucoup suivi les alertes épidémiologiques. Pour moi, le pire étant la vache folle. Vous savez, 1998, une conférence dans le hall du Tripode de l'hôpital Pellegrin, un neuroépidémiologiste très connu, un virologue très connu, qui viennent nous expliquer qu'il y aura 400 000 morts d'ici 2005, qu'il y aura les enfants ayant consommé les peaux de bébés sont déjà contaminés, que dans 15 à 20 ans, eux-mêmes vont développer la vache folle, etc. Bon, il y a eu 4 morts en France par la vache folle, c'est-à-dire ce qui se passe dans une journée, non, même pas, je crois qu'il y a 30 morts en voiture par jour, donc vous voyez que on était très très loin de ces alertes. La grippe aviaire, souvenez-vous, le H1N1, il fallait vacciner toute la population, 90 millions de doses, etc. La grippe, le H1N1 de cette année-là était moins grave que la grippe variante qui a eu lieu en France à la même époque. Vous voyez donc, attention à l'excès d'alerte, attention au pessimisme ambiant. Je trouve que l'humain a considérablement amélioré sa propre vie. Je trouve que la longévité, qui ne fait qu'augmenter en moyenne dans la population, est un signe aussi de la bonne santé, de l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Donc, améliorons-nous, soyons vigilants, mais je pense ne soyons pas trop pessimistes. Merci.